En 2017, une équipe éblouit toute l'Europe en Ligue des Champions, l'AS Monaco. Une équipe jeune, spectaculaire, portée par des joueurs encore loin d'être tous des stars mondiales, mais qui pratiquent déjà l'un des plus beaux footballs du continent. Cette saison-là, Monaco est champion de France, demi-finaliste de la Ligue des Champions et semble tout simplement lancé vers le très haut niveau pour plusieurs années. Mais 2 ans plus tard, le club termine 17ème de Ligue 1, au bord de la relégation. Comme si tout s'était effondré presque aussi vite que c'était apparu. Et ce n'est pas un cas isolé. En 2019, l'Ajax illumine à son tour l'Europe. Le Real Madrid tombe, la Juventus aussi. De Jong, De Ligt, Ziyech, Van de Beek, une nouvelle génération de dorés semble prête à remettre durablement le club néerlandais au sommet. Et pourtant, là aussi, quelques années plus tard, le groupe explose. Les cadres partent, le niveau retombe et l'Ajax finit même par ne plus réussir à se qualifier en Ligue des Champions alors que le club y était habitué depuis presque 20 ans. Alors, une question se pose. Et si, pour certains clubs, le vrai piège n'était pas d'échouer en Ligue des Champions, mais au contraire d'y réussir trop vite, ou parfois même simplement d'y participer? Parce que la Ligue des Champions est la compétition la plus prestigieuse du football européen, mais selon que l'on s'appelle le Real Madrid, l'Ajax, Monaco ou Bruges, elle n'a pas les mêmes conséquences sur l'avenir du club. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre une chose simple. La Ligue des Champions rapporte énormément d'argent, mais cet argent, lui, n'impacte pas les clubs de la même manière. Pour comprendre le problème, il faut d'abord comprendre une chose simple. La Ligue des Champions, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une compétition sportive, c'est une machine économique gigantesque. En 2025-2026, l'UEFA va distribuer environ 2,5 milliards d'euros aux 36 clubs qualifiés. Et surtout, cet argent est structuré de manière très précise. D'abord, il y a une base fixe. Rien que le fait de participer à la phase de ligue garantit environ 19 millions d'euros. Ensuite, il y a l'argent lié aux performances dans la saison. Sur les 8 matchs, une victoire rapporte 2,1 millions d'euros et un match nul 700 000 euros. Et à la fin, le classement ajoute encore une prime qui peut monter jusqu'à près de 10 millions d'euros pour le premier. Mais il y a un troisième élément, beaucoup moins visible et pourtant essentiel. Une partie de l'argent est distribuée en fonction de 2 critères, les performances passées en compétition européenne et la valeur du marché télévisuel du pays du club. Concrètement, ça veut dire que plus un club a performé en Europe ces dernières années, et plus son pays génère d'argent en droits TV, plus il touche d'argent. Et donc, mécaniquement, les plus gros clubs des pays les plus riches sont avantagés. Pour des géants comme le Real Madrid, le Bayern ou le PSG, la Ligue des Champions représente une part importante des revenus, mais pas une part vitale. On parle généralement de 14 à 16% de leur chiffre d'affaires. La Ligue des Champions vient renforcer leur puissance, mais ne change pas leur structure. A l'inverse, pour des clubs intermédiaires, l'impact est totalement différent. Dans certains cas, les revenus liés à la Ligue des Champions peuvent représenter une part énorme du budget annuel. Par exemple, pour le FC Porto, les primes de l'UEFA représentaient 60% du budget annuel en 2024, année où ils sont allés jusqu'en 8e. En résumé, c'est un montant qui change totalement la structure du club pour plusieurs saisons. Et c'est précisément là que le problème commence, parce que cet argent, aussi massif soit-il, n'arrive jamais seul. Car quand un club intermédiaire réalise une grande campagne européenne, il ne gagne pas seulement de l'argent, il gagne aussi en exposition. Et cette exposition change tout. Parce qu'en quelques matchs, des joueurs qui étaient encore peu connus attirent l'attention et prennent de la valeur. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec l'AS Monaco en 2017. Le club réalise une saison exceptionnelle et gagne beaucoup d'argent grâce à son parcours. Mais en parallèle, ses joueurs explosent et deviennent tous des cibles pour les plus grands clubs européens. Parce qu'un club comme Monaco ne peut pas suivre les salaires proposés par Manchester City, Liverpool, Chelsea ou le PSG. Donc progressivement, l'effectif se transforme. Et si on reprend le 11 de l'AS Monaco lors de cette campagne incroyable en 2017, 2 années plus tard, la grande majorité des joueurs avaient déjà quitté le club pour rejoindre des équipes plus puissantes. C'est une conséquence directe de la Ligue des Champions. Elle donne de la valeur aux joueurs, mais elle rend aussi leur départ presque inévitable. Et à partir de là, le club entre dans un cycle beaucoup plus instable. Pourtant, à ce stade, on pourrait se dire que tout va bien. Monaco vend ses joueurs très chers et récupère des centaines de millions d'euros. Mais en réalité, le problème n'est pas de vendre. Le problème, c'est ce que ces ventes obligent à faire derrière. Parce qu'à partir du moment où un club perd une grande partie de son effectif en très peu de temps, il doit reconstruire rapidement. Et reconstruire rapidement coûte cher. Une partie de l'argent est réinvestie dans de nouveaux joueurs, parfois moins expérimentés, avec une part de risque beaucoup plus importante. Mais ce n'est pas tout. Les clubs vendeurs savent très bien que Monaco vient de récupérer énormément d'argent, donc les prix augmentent. Recruter devient plus compliqué, plus cher et parfois moins efficace. Et en interne aussi, tout change.
Les salaires augmentent, que ce soit pour les joueurs ou même pour le staff. Le club change d'échelle, mais trop vite, en à peine quelques mois. Et c'est là que le déséquilibre apparaît. Parce que pendant que le club s'enrichit financièrement, il perd quelque chose de beaucoup plus difficile à reconstruire, la continuité sportive, et ça se voit immédiatement sur le terrain. L'Ajax Amsterdam a connu le même destin que Monaco et n'a pas réussi à absorber le départ de ses cadres assez rapidement pour rester au même niveau, même dans le championnat néerlandais, et ça se voit aujourd'hui. Finalement, la Ligue des Champions crée un paradoxe. Elle peut enrichir un club tout en l'affaiblissement sportivement, et ce point est essentiel. Parce que le piège ne concerne pas seulement les clubs comme Monaco ou l'Ajax qui font des campagnes exceptionnelles, il concerne aussi ceux qui participent sans avoir les moyens de suivre le rythme des plus grosses écuries. Ici, on parle d'un profil bien précis. On parle des clubs intermédiaires. Des clubs assez forts pour se qualifier, mais pas assez armés pour enchaîner le très haut niveau tous les 3 jours. Des équipes comme le Club Bruges, le PSV Eindhoven ou encore l'Athletic Bilbao. Des clubs capables de rivaliser sur un match, capables même de créer des exploits, mais qui, sur la durée, n'ont ni la profondeur d'effectif, ni la marge nécessaire pour espérer aller loin dans la compétition. Et c'est là que tout se joue. Parce que la Ligue des Champions, ce n'est pas juste quelques matchs en plus, c'est une accumulation de matchs à très haute intensité et de déplacements tous les 3 jours. Et pour un club intermédiaire, ça change tout, parce que l'effectif est plus court et le moindre imprévu peut déséquilibrer toute la saison. Parce que ces équipes n'ont pas 18 ou 20 joueurs de très haut niveau pour compenser. Résultat, elles doivent faire des choix. Faire tourner en championnat, prioriser certains matchs, et petit à petit, elles perdent en régularité. On peut le voir avec l'Athletic Bilbao cette saison. Le club a participé à la Ligue des Champions, mais il termine 29e en phase de ligue, sans même accrocher les barrages. Et en championnat, le club se retrouve englué dans le ventre mou de la Liga et voit sa qualification européenne pour la saison suivante compromise. Et c'est là que le vrai compromis apparaît. La Ligue des Champions apporte du prestige et de l'argent, mais en échange, elle réduit la marge de performance. Participer devient une récompense immédiate qui peut fragiliser toute la saison. Alors que, pourtant, il existe une autre voie, moins prestigieuse sur le papier, mais souvent beaucoup plus adaptée à leur réalité. Une compétition où ils peuvent réellement exister, voire gagner, la Ligue Europa. Et s'il y a bien un club qui incarne parfaitement cette idée, c'est le FC Séville. Parce que Séville, en Europe, c'est un cas unique. En Ligue des Champions, le club n'a jamais vraiment réussi à s'imposer, sans parcours marquant et avec un quart de finale comme meilleur résultat. Autrement dit, dans la plus grande compétition européenne, Séville reste un club moyen parmi d'autres. Mais dès qu'on descend d'un niveau, tout change. En Ligue Europa, Séville devient une référence absolue. 7 finales, 7 victoires, dont 3 d'affilée entre 2014 et 2016. Ses plus proches poursuivants en nombre de Ligue Europa ou Coupe UEFA remportées n'en ont gagné que 3. Et surtout, il y a un schéma qui se répète. En 2015-2016, Séville joue la Ligue des Champions, termine 3e, est reversé en Ligue Europa et gagne. Même chose en 2022-2023, 3e de son groupe de Ligue des Champions, reversé en Ligue Europa et vainqueur à la fin. Comme si le club changeait totalement de dimension selon la compétition. Parce qu'au final, comme quand on associe le Real Madrid à la Ligue des Champions, quand on parle de la Ligue Europa, on pense immédiatement au FC Séville. Le club a construit son identité européenne là-dessus, alors même qu'en Ligue des Champions, il n'a jamais été un acteur majeur. Et pourtant, personne ne peut dire que Séville n'est pas un grand club européen. Parce que sa légende, elle ne s'est pas construite en participant, elle s'est construite en gagnant des titres européens. Évidemment, la Ligue Europa n'est pas plus prestigieuse que la Ligue des Champions, et financièrement, il n'y a même pas de débat. Gagner la Ligue Europa rapporte beaucoup moins que la Ligue des Champions. Par exemple, Tottenham a touché environ 58 millions d'euros en remportant la compétition en 2025. C'est moins que certains clubs comme le Club Bruges ou le PSV, simplement éliminés en 8e de Ligue des Champions. Donc, sur le plan économique, la hiérarchie est claire. Mais le vrai sujet n'est pas seulement financier. Le vrai sujet est de savoir où un club peut-il réellement exister. Parce qu'il y a une différence énorme entre participer et marquer l'histoire. Un club qui enchaîne les 8e de finale de Ligue des Champions reste souvent un club parmi d'autres. Alors qu'un club qui gagne plusieurs fois la Ligue Europa devient une référence. Séville en est la preuve parfaite. Et ce constat mène à une idée beaucoup plus contre-intuitive. Pour certains clubs, il vaut mieux être un immense club de Ligue Europa qu'un participant anonyme en Ligue des Champions. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce modèle devient de plus en plus rare. Avant, des clubs comme Séville pouvaient être reversés de la Ligue des Champions vers la Ligue Europa et construire leur légende sur cette bascule. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Une fois éliminé de Ligue des Champions, le parcours s'arrête et ça change complètement l'équilibre.
Parce que pour ces clubs intermédiaires, ne pas se qualifier en Ligue des Champions peut parfois devenir, sportivement, une meilleure opportunité car ils ne sont structurellement pas faits pour performer en Ligue des Champions, mais faits pour performer en Ligue Europa. Et quand on regarde les parcours en Ligue des Champions des précédents vainqueurs de la Ligue Europa, on le voit clairement. Sur les 10 dernières saisons, la quasi-totalité ont été éliminées au mieux en huitième de finale. La seule vraie exception récente, c'est Villarreal en 2022, demi-finaliste après son titre en Ligue Europa en 2021. Mais justement, c'est une exception. Alors, au final, pour les clubs intermédiaires en Europe, il y a plusieurs chemins possibles. Réussir à se qualifier en Ligue des Champions chaque année, et dans ce cas-là, ils peuvent parfois réaliser un beau parcours, mais si cela arrive, derrière, leurs joueurs attireront les plus grands clubs et l'effectif est souvent difficile à conserver. Donc, même si de l'argent rentre, il faut reconstruire et très souvent, ils n'arrivent pas à répéter ces résultats sur la durée. Ou bien, ils continuent à participer régulièrement sans vraiment aller plus loin qu'un huitième ou parfois un quart de finale. Et dans ce cas-là, ils restent présents mais sans vraiment marquer l'histoire de la compétition. Et à côté de ça, il y a une autre option. Ne pas forcément jouer la Ligue des Champions, mais avoir une vraie chance d'aller loin en Ligue Europa, de viser la victoire et de marquer les esprits de leurs supporters. Alors maintenant, quelle est la meilleure situation pour ce type de club selon toi? Jouer la Ligue des Champions et profiter de l'argent généré grâce aux participations? Ou plutôt, construire une équipe capable de viser la victoire en Ligue Europa pour avoir une vraie chance de gagner un trophée européen? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la booster et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Je te dis à bientôt, ciao.